Stellung vor Lille wird aufgelassen. Die Forts dieser schwer befestigten Stadt wurden von den Franzosen... Sur les cartes de l'état-major allemand, le front occidental n'a jamais été une ligne statique. Il a été, dans sa première phase, le théâtre de la victoire la plus vertigineuse de l'histoire militaire moderne. Et dans sa deuxième phase, entre 1942 et 1944, il est devenu un problème que aucun général allemand ne savait comment résoudre. Défendre des milliers de kilomètres de côte atlantique avec des ressources qui se vidaient sans pause à l'est. Entre mai 1940 et juin 1944, il s'est écoulé exactement 1492 jours. Pendant ce temps, la Wehrmacht est passée de dicter l'armistice dans la forêt de Compiègne à attendre une invasion alliée dont la direction exacte ne pouvait pas prédire. L'arc de cette transformation est l'un des récits les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale et rarement raconté depuis l'intérieur du commandement allemand. La guerre Falsa, la blague que personne ne trouvait drôle, septembre 1939, mai 1940. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. À Berlin, cette nouvelle arriva comme un seau d'eau froide. Hitler avait misé tout sur la passivité des puissances occidentales. Il les avait vues reculer en Autriche. Il les avait vues céder dans les Sudètes. Il les avait vues se soumettre à Munich sous la pression personnelle de Neville Chamberlain et la signature d'accords qu'il n'avait jamais eu l'intention de respecter. Maintenant, pour la première fois, elles avaient dit non, qu'elle ne tolérerait pas une nouvelle violation de frontières. Et son chancelier resta silencieux pendant de longues secondes devant son bureau au Reichskanzlei. Le feldmaréchal Keitel, qui était présent à ces heures, décrivit plus tard cette attitude comme un mélange de perplexité véritable et de calcul froid qui ne tarda pas à se remettre. Hitler, selon Keitel lui-même, n'avait jamais cru que la France avait une réelle intention de faire la guerre. Il y croyait avec une certitude qui frôlait l'obsession, et les 7 premiers mois de conflit en Occident semblèrent lui donner raison. Tout au long de l'automne 1939 et pendant tout l'hiver, le front occidental resta dans un état de suspension spectrale. Les Français avaient 108 divisions mobilisées, réparties en 57 d'infanterie, 5 de cavalerie, 1 blindée et 45 de réserve ou troupes territoriales. Les Britanniques envoyèrent leurs forces expéditionnaires sur le continent sous le commandement du général Lord Gort. Et pourtant, personne n'attaqua. Les journaux français baptisèrent cette période d'une expression qui resta dans l'histoire, la drôle de guerre, la guerre illusoire. En Allemagne, on l'appela le Sitzkrieg, la guerre assise. Mais derrière cette calme apparente se livrait, à l'intérieur du haut commandement allemand, une bataille d'idées aussi intense que n'importe quel combat sur le terrain. Le choc entre Hitler et Brauchitsch. Le 5 novembre 1939, le commandant en chef de l'armée, le colonel général Walter von Brauchitsch, se présenta devant Hitler avec 2 raisons pour lesquelles l'armée n'était pas en état de lancer une offensive vers l'ouest dans les semaines suivantes. La première, l'infanterie avait montré, pendant la campagne de Pologne, un excès de prudence et un manque d'élan offensif. La deuxième, la discipline des troupes était tombée de manière préoccupante, avec des actes d'ivresse dans les trains et stations que les chefs de gare avaient rapportés par écrit. Hitler éclata. Il se leva d'un bond et commença à crier qu'il lui était incompréhensible qu'un commandant en chef puisse condamner publiquement son propre armée, que aucun de ses généraux sur le front n'avait mentionné un tel manque d'élan pendant la campagne de Pologne, que lui, en tant que commandant suprême, rejetait en bloc ses critiques. Puis il quitta la pièce en claquant la porte. Brauchitsch et Keitel se séparèrent en silence. Pour Keitel, cette scène marqua le point de non-retour dans la relation entre Hitler et le commandement de l'armée. Ce qui restait de confiance mutuelle s'était brisé dans cette salle, et les conséquences seraient visibles dans les mois suivants. Le problème du plan de campagne. En même temps que ces frictions se produisaient au sommet, l'état-major travaillait sur le plan d'attaque vers l'ouest. La proposition que le général Franz Halder soumit à Hitler était, en essence, une variante modernisée du vieux plan Schlieffen, un grand enveloppement par le nord, traversant la Belgique vers l'Atlantique, avec l'aile droite comme force principale.
Hitler l'écouta, regarda les cartes que Halder avait laissées sur la table, et avant de partir, il dit à Keitel et à Jodl: « C'est le vieux plan Schlieffen avec un flanc droit fort vers la côte atlantique. Avec ce truc, on ne peut pas gagner 2 fois. J'ai une idée complètement différente. » Il avait raison. Et l'idée différente n'était pas exactement la sienne. Le général Erich von Manstein, alors chef d'état-major du groupe d'armée A sous le commandement du colonel général Gerd von Rundstedt, travaillait depuis des semaines sur une proposition radicalement différente. Manstein voyait clairement le défaut fatal du plan de l'OKH. Si les Alliés attendaient l'attaque par le nord, comme ce serait raisonnable après avoir vu les cartes allemandes capturées en Belgique à bord d'un avion en janvier 1940, l'attaque se solderait par une collision frontale contre les forces les plus nombreuses de l'ennemi. Une attaque frontale contre une armée préparée produit rarement des résultats décisifs. L'alternative de Manstein était audacieuse au point de la témérité. Le poids principal de l'attaque allemande ne devait pas passer par le nord, par la Belgique où l'ennemi attendait. Il devait passer par le sud, par les Ardennes, un terrain accidenté et boisé que les stratèges alliés considéraient pratiquement comme impraticable pour des forces blindées. Manstein argumentait exactement le contraire. Le général Heinz Guderian, le plus grand théoricien allemand de la guerre blindée, lui avait confirmé que ses chars pouvaient bien traverser les Ardennes. Si cela était vrai, il était possible de lancer une masse blindée à travers ce point faible, de traverser la Meuse à Sedan, puis de tourner vers le nord en direction de la Manche. Le résultat serait la coupure de toutes les lignes d'approvisionnement de l'armée alliée qui aurait avancé vers la Belgique, la piégeant entre 2 forces. C'était le rêve de Kahn transformé en opération moderne. L'OKH, cependant, ne voulait pas l'écouter. Le propre Brauchitsch reçut les mémos du groupe d'armée A avec une manifeste gêne et les classa sans les traiter. Manstein décrivit cette période avec une ironie voilée. Chaque fois que le groupe d'armée proposait une alternative au plan officiel, il recevait en réponse que le commandant en chef était substantiellement d'accord, mais qu'il ne voyait pas l'occasion de la soumettre à Hitler. En d'autres termes, ils étaient d'accord mais n'agissaient pas. Au début de février 1940, l'OKH résolut le problème à sa manière. Il transféra Manstein de son poste de chef d'état-major du groupe d'armée A à un poste de moindre importance, comme commandant général du 38e corps d'armée. L'excuse officielle fut qu'il ne pouvait pas continuer à être retardé dans les promotions, alors que des généraux plus jeunes avaient déjà le commandement de corps. Manstein fut trop correct pour l'appeler ce qu'il était. Mais la coïncidence était difficile à ignorer. Il était retiré de son poste précisément au moment où le plan pour lequel il avait lutté pendant des mois était sur le point d'être exécuté. La rencontre avec Hitler. Le 17 février 1940, Manstein fut convoqué à Berlin avec d'autres généraux fraîchement nommés à la tête de corps d'armée pour faire rapport au Führer. Après le déjeuner, Hitler lui demanda de rester et de lui exposer en privé sa vision de la manière dont l'offensive à l'ouest devait être menée. Manstein trouva Hitler étonnamment rapide à comprendre les points que le groupe d'armée défendait depuis des mois. Hitler fut totalement d'accord avec tout ce que Manstein lui exposa. 2 jours plus tard, le 20 février, il émit le nouvel ordre d'opération final. Dans ses grandes lignes, c'était le plan de Manstein. 2 corps de tanks furent affectés pour traverser la Meuse entre Charleville et Sedan. Le 19e corps Panzer sous le général Guderian et le 14e corps Panzer sous le général von Wittersheim. Les 2 seraient unifiés sous le groupe Panzer récemment créé du général von Kleist. Le groupe d'armée A recevrait le 4e armée qui dépendait jusqu'alors du groupe d'armée B pour élargir sa capacité de manœuvre vers la Somme. Et le centre de gravité de toute l'opération se déplaçait définitivement vers l'aile sud. L'avion qui s'était accidentellement posé en Belgique en janvier, avec une partie des plans du premier groupe aérien à bord, avait involontairement accéléré le processus. Désormais, les Allemands pouvaient au moins supposer que l'ennemi connaissait l'ancien plan. Ce que l'ennemi ne pouvait imaginer, c'était le nouveau. Fall Gelb, 43 jours qui ont changé l'Europe. 10 mai, 22 juin 1940. Le 10 mai 1940, à 6 heures du matin, Keitel supervisa l'émission du communiqué annonçant que le Führer s'était rendu sur le front pour diriger les opérations.
Il s'était battu avec Hitler pendant une demi-heure pour obtenir qu'il accepte cette clause, selon laquelle le commandant suprême devait être identifié publiquement devant le peuple allemand. Hitler préférait l'anonymat, disant qu'il ne voulait pas enlever la gloire à ses généraux. Keitel insista. Finalement, Hitler céda. L'atmosphère au poste de commandement de Felsen-Est, construit par l'organisation Todt au sommet d'une montagne boisée près d'Euskirchen, à quelques kilomètres d'Aix-la-Chapelle, était d'une électricité palpable. Les officiers de l'OKW s'étaient rendus la nuit précédente en train depuis Berlin jusqu'à Hambourg, les stores baissés, prétendant se diriger vers le nord pour ensuite inverser la direction dans l'obscurité et arriver à Euskirchen à 3 heures du matin. Jusqu'au dernier moment, l'opération resta un secret presque absolu. Keitel avait une cellule en béton sans fenêtre à côté de celle du Führer. Il pouvait entendre Hitler lire les journaux à travers les murs en béton. Hitler attendait impatiemment les premiers rapports sur les opérations spéciales qu'il avait ordonnées contre le fort belge d'Eben-Emael, une fortification moderne imposante qui dominait la confluence du canal Albert et de la Meuse. Le fort abritait plus de 1200 soldats et ses canons pouvaient couvrir les 3 principaux ponts sur le canal dans la zone de Maastricht. Hitler avait supervisé personnellement l'entraînement des groupes d'assaut d'ingénieurs et de parachutistes de la Luftwaffe, qui devaient le prendre en utilisant des planeurs DFS 230. Il avait utilisé des maquettes grandeur nature pour revoir chacun des 90 points d'assaut. C'était sa conception tactique, pas celle d'un état-major. Quelques heures plus tard, la confirmation arriva. Eben-Emael était tombé. 90 hommes débarqués sur le toit du fort dans 9 planeurs avaient neutralisé toute la garnison en utilisant des charges creuses de nouvelle génération qui perforèrent le blindage en acier et rendaient temporairement aveugles les défenseurs. Le pont de Veldwezelt et le pont de Vroonhoven sur le canal furent capturés intacts. Pour le groupe d'armée B du Feldmarschall Fedorfenbock, la route vers l'intérieur de la Belgique était ouverte avant midi du premier jour. Le mensonge qui a fonctionné. Au sud, les colonnes blindées de Guderian traversaient le Luxembourg vers les Ardennes par des routes à 2 voies bordées de forêts. La colonne motorisée du 19e Corps Panzer s'étendait sur plus de 200 km de route avec le rugissement des moteurs et la fumée des gaz d'échappement se mêlant à la brume matinale. Les ingénieurs allemands avaient préalablement vérifié que les ponts pouvaient y supporter le poids des Panzer III et Panzer IV. Les cartes routières luxembourgeoises avaient été étudiées pendant des semaines. L'aviation alliée, cependant, avait les yeux rivés sur la Belgique. L'avancée spectaculaire du groupe d'armée B, le bruit des tanks de Höppner traversant le canal, les parachutistes tombant sur les aérodromes néerlandais. Tout cela accaparait l'attention du commandement français. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef allié, répondit exactement comme le plan allemand l'avait prévu. Il activa le plan D, ordonnant à ses meilleures divisions motorisées, y compris le 1er armée français et la force expéditionnaire britannique, d'avancer vers la Belgique. Les forces alliées marchèrent vers le nord sans savoir qu'en faisant cela, elles exposaient exactement le point que Manstein avait signalé pendant des mois. Les Ardennes, ce terrain accidenté de collines, de forêts denses et de cours d'eau que les états-majors alliés considéraient comme impénétrables pour les forces blindées, étaient traversés pendant que les meilleures divisions françaises marchaient dans la direction opposée. Le franchissement de la Meuse à Sedan, 13 mai 1940. Le 13 mai, les divisions Panzer de Guderian atteignirent la Meuse à la hauteur de Sedan après avoir traversé plus de 100 km de terrain difficile en 72 heures, un rythme que Guderian lui-même considérait comme à la limite du possible. Le fleuve mesurait environ 80 mètres de largeur à cet endroit. La rive sud était plate et dégagée, dominée par les hauteurs boisées occupées par le 2e armée française du général Charles Hunziger en défense organisée. Guderian lança le franchissement en bateau pneumatique sous la couverture d'une force aérienne qui ce jour-là concentra plus de 1500 sorties de combat en soutien direct aux troupes terrestres. Les bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka attaquèrent en vagues incessantes pendant des heures, compensant ce qu'il manquait en précision par l'effet psychologique. Le cri strident des sirènes installées sur leur train d'atterrissage, conçu spécifiquement pour amplifier l'effet de terreur,
transforma chaque attaque en quelque chose de plus proche de la torture que du bombardement conventionnel. Des survivants français du secteur de Sedan décriraient plus tard cet après-midi comme le plus terrifiant de leur vie. Les explosions continuent, la poussière qui empêchait de voir, l'impossibilité de maintenir une position de tir pendant que les avions se lançaient depuis 200 mètres. La résistance française de la Meuse se désintégra davantage par l'effondrement psychologique que par les pertes directes. À 9 heures du soir du 13 mai, les ingénieurs des divisions 1er Panzer et 2e Panzer de Guderian établissaient des ponts semi-permanents sur le fleuve. À 4 heures du matin du 14 mai, les premiers tanks traversèrent vers l'intérieur de la France. En ce même instant, le 41e Corps Panzer du général Hans-Georg Reinhardt traversait également la Meuse à la hauteur de Monthermé, 40 km au nord-ouest, et le 15e Corps Panzer du général Hermann Hoth avançait plus au nord vers Dinant. 3 têtes de pont blindées simultanées sur un front de 80 km. Le front allié n'avait pas... La course vers le canal, le sabre qui coupe par derrière. Ce qui suivit fut l'une des opérations d'exploitation les plus rapides de l'histoire militaire. En 8 jours, les colonnes de von Kleist parcoururent plus de 300 km à l'intérieur de la France, atteignant Abbeville et le canal de la Manche le 20 mai 1940. Le 21 mai, une patrouille de tanks de la 2e division Panzer descendait jusqu'à la plage de Noyelles-sur-Mer, où la Somme se jette dans la mer. Les soldats qui touchèrent l'eau salée du canal de la Manche cet après-midi-là savaient qu'ils avaient écrit l'histoire. Les forces alliées en Belgique, l'armée belge entière, la force expéditionnaire britannique et les meilleurs corps du 1er armée française étaient coupés de leur base d'approvisionnement et du gros de l'armée française. Il n'y avait aucun moyen de ravitailler cette poche, aucun moyen de la réapprovisionner en munitions. Ce n'était qu'une question de temps, il ne restait plus qu'à serrer le garrot. Mais c'est ici qu'intervint pour la première fois Hitler dans le déroulement d'une bataille déjà gagnée. Le 24 mai, lorsque les colonnes blindées de von Kleist se préparaient à fondre sur le dernier couloir de fuite allié vers Dunkerque, arriva l'ordre d'arrêter l'avancée le long du canal de AA. Les interprétations de cet épisode ont rempli des étagères d'historiographie pendant 80 ans. Keitel présenta sa version. Lors de la conférence de commandement, les généraux de l'armée exposèrent à Hitler le problème du terrain au sud-ouest de Dunkerque, une plaine de polders traversée par des milliers de canaux et de fossés sous le niveau de la mer. En 1914, cette même plaine avait inondé et arrêté l'aile nord allemande. L'armée de Kleist aurait dû se déplacer sur 2 ou 3 routes exposées, sans possibilité réelle de déployer la puissance des tanks si une résistance sérieuse survenait. Face à l'incertitude, les généraux transférèrent la responsabilité au Führer. Manstein fut plus direct dans son évaluation. Il souligna que 3 raisons avaient été données pour l'ordre. La première, la considération du terrain inadapté aux tanks, en partie attribuée à Keitel. La deuxième, la proposition de Göring selon laquelle la Luftwaffe seule pouvait empêcher l'embarquement. Le Reichsmarschall avait soif de gloire et une propension bien documentée à faire des promesses excessives. La troisième, la théorie selon laquelle Hitler avait délibérément laissé échapper les Britanniques car il espérait ainsi faciliter un accord de paix avec Londres. Göring ne tint pas ses promesses. La RAF opérait depuis des bases dans le sud de l'Angleterre, à 20 minutes de vol. Ses pilotes pouvaient tourner toutes les 2 heures. Les Allemands volaient aux limites de leur autonomie en carburant. Dans les cieux au-dessus des plages de Dunkerque, les Spitfire et Hurricane de Dowding établirent une couverture qui, bien qu'insuffisante pour empêcher toutes les pertes, fut largement suffisante pour rendre impossible la destruction systématique des bateaux et des plages que Göring avait promises. Le résultat, selon les chiffres du propre Winston Churchill, 338 226 soldats furent évacués entre le 26 mai et le 4 juin 1940. Parmi eux, 26 176 étaient des Français qui avaient combattu jusqu'à la fin en couvrant la retraite. Tous perdirent leur armement lourd. 84 000 véhicules, 2 500 pièces d'artillerie, 90 000 fusils abandonnés sur les plages. Mais ils arrivèrent vivants en Angleterre. Keitel admit dans ses mémoires, avec une honnêteté inhabituelle chez lui,
que la décision de Hitler avait été fondamentalement erronée, et que si les commandants en chef avaient eu un véritable courage, ils n'auraient jamais transféré la responsabilité au Führer. Qu'à ce moment-là, dans cette faiblesse collective du commandement allemand, la possibilité d'éliminer l'armée britannique comme force combattante avait été perdue, avec toutes les conséquences que cela aurait eues pour le reste de la guerre. La deuxième phase, la chute de la France. Alors que les divisions blindées tournaient vers le nord pour boucler l'encerclement de Dunkerque, le groupe d'armée A ne chômait pas. Le 12e armée du général Wilhelm List se réorganisait pour le second acte de la campagne. Manstein, depuis son poste de commandement du 38e corps d'armée sur la rive nord de la Somme, observait les mouvements avec la satisfaction et la frustration simultanée de celui qui voit un plan qu'il avait conçu mais qu'il ne contrôlait plus être exécuté. Le 5 juin 1940, le 4e armée du général Günther Hans von Kluge lança l'opération Fall-Roth, le Case Rouge, le franchissement de la Somme. Le 38e corps de Manstein attaqua de part et d'autre de Piquigny avec 3 divisions. La 46e division d'infanterie Sudette, la 27e division Souabe et la 6e division westphalienne en réserve. En face d'eux, une division coloniale de troupes noires sénégalaises et la 13e division alsacienne française. Manstein ordonna que l'infanterie avance de nuit jusqu'aux rives du fleuve avec des canaux pneumatiques, des pontons et des planches de passerelle, sans tirer un seul obus pour avertir l'ennemi. Le franchissement surprise à l'aube du 5 juin fonctionna sur tout le front, prenant les défenseurs au dépourvu. Mais dans les villages de la rive sud et sur les falaises qui dominaient la vallée, la résistance se réactiva avec une dureté que Manstein décrivit avec un véritable respect. Les Sénégalais combattirent, selon leurs propres mots, avec le caractère typique d'appétit de sang et de mépris pour la vie des soldats coloniaux, et les Alsaciens avec la ténacité d'un peuple qui, dans une autre guerre, avait servi dans la même armée allemande. Le 9 juin, le 38e corps traversa la Seine à Les Andelys et Vernon, devenant le premier des corps du 4e armée à établir des têtes de pont sur la rive sud. Manstein avait personnellement dirigé la manœuvre, se précipitant dans son Kübelwagen vers les divisions de tête pour vérifier de ses propres yeux quelle résistance offrait l'ennemi dans les villages en face de ses lignes. Ce n'était pas l'action attendue d'un commandant de corps, et il le savait, mais il jugea nécessaire de démontrer par l'exemple que la poursuite devait être implacable. Chaque heure d'hésitation était une heure que les Français exploitaient pour organiser une nouvelle ligne défensive. Le 17 juin, le maréchal Philippe Pétain, le héros de Verdun et le vieil homme auquel la classe politique française avait recours comme dernier recours, prit la tête du gouvernement et entama les démarches pour un armistice. Ces mots au peuple français à la radio furent ceux de quelqu'un qui demandait l'arrêt de la souffrance, non ceux de quelqu'un qui acceptait la défaite. Il avait 84 ans. Le 22 juin, le 38e corps de Manstein avait traversé la Loire. Le fleuve mesure à cet endroit, près de Ingrad, environ 600 mètres de largeur avec un courant puissant. Les ingénieurs allemands tendirent un pont sur un dénivelé de près de 10 mètres entre les rives en utilisant des rampes d'urgence. Les véhicules lourds traversèrent en ferry sous le feu sporadique des derniers tanks français positionnés sur la rive sud. Ce même jour, dans la forêt de Compiègne, Keitel signait l'armistice. L'armistice de Rétonde, la revanche symbolique. Les conditions de l'armistice avaient été rédigées par l'OKW avant l'effondrement français. Keitel les avait élaborées personnellement et les avait présentées à Hitler qui les avait prises, les avait révisées pendant un jour, modifiant la formulation de plusieurs points sans altérer le contenu et ajouta de sa propre main le préambule. Ce préambule était historique. Il proclamait que la guerre à l'Ouest était terminée avec la victoire totale de l'Allemagne et que la France avait été vaincue après avoir combattu vaillamment. Le wagon de Foch avait été retiré du musée et replacé dans la même clairière de la forêt où il était resté en 1918. Les photographes capturèrent l'image de Hitler assis dans le même fauteuil où Foch était resté assis en tant que vainqueur 21 ans plus tôt. L'inversion symbolique était totale et délibérée. Pour des millions d'Allemands qui se souvenaient de novembre 1918 comme de la plus grande humiliation de leur vie, ces images étaient une réparation. La délégation française arriva à sa tête avec le général Charles Hunziger.
Alsacien d'origine germanique. Keitel lut le préambule à haute voix avec un ton martial. Puis Hitler quitta le wagon avec ses accompagnants, laissant Keitel à la tête des négociations formelles. Les Français demandèrent 1 heure pour étudier les conditions et sortirent à l'extérieur, où ils maintinrent une ligne téléphonique active avec le maréchal Pétain à Vichy via les lignes du front. Keitel écouta ces conversations par interception, comme il l'admit plus tard. Lorsque les Français tentèrent d'assouplir certaines clauses concernant la démobilisation de la flotte et le traitement des prisonniers de guerre, Keitel présenta un ultimatum pour 18 heures. Cette rigueur, se souviendrait-il plus tard, était délibérée. Il ne voulait pas que les Français croient qu'ils pouvaient négocier le fond des termes, seulement la forme de leur application. Ce qui choqua Hunziger à la fin de la cérémonie fut de découvrir que l'armistice avec l'Allemagne ne prendrait effet que lorsque celui avec l'Italie serait également signé. Keitel le révéla délibérément à la dernière minute, lorsqu'il n'y avait plus de possibilité d'objection. Le général français resta visiblement secoué. Les Allemands avaient conquis la France. Les Italiens, qui avaient attaqué par les Alpes lorsque la victoire allemande était déjà un fait accompli et dont l'offensive avait été arrêtée par les quelques bataillons français défendant la frontière alpine, ne l'avaient pas fait. Cette nuit-là, dans la salle à manger du quartier général du Führer installé dans le village belge de Brully-de-Pêche, il y eut une brève célébration, une cible militaire, l'hymne Nun danket all Gott. Keitel prononça quelques mots. Hitler lui tendit la main et se retira sans un mot. Quelques jours plus tard, Hitler effectua sa seule visite à Paris, arrivant à l'aéroport de Le Bourget à 4 heures du matin avec un petit entourage. Il traversa la ville endormie en voiture, Montmartre, l'Arc de Triomphe, l'Opéra. À l'Opéra, il s'arrêta plus qu'ailleurs, expliquant à son guide des détails de l'architecture intérieure que ce dernier ne connaissait pas. À la tombe de Napoléon, aux Invalides, il garda un long silence. À mesure que Paris se réveillait, la suite quitta la ville. Keitel se souvint l'avoir vue à ce moment-là plus ressemblant à un touriste excité qu'à un conquérant. L'architecte qui n'a jamais été, parcourant la ville qu'il avait imaginée pendant des décennies. Le problème britannique, opération Léon Marine et la bataille d'Angleterre, juillet à octobre 1940. La guerre aurait dû se terminer là. C'était la logique qu'Hitler avait suivie depuis le début. Vaincre la France, éliminer le seul adversaire continental sérieux et négocier avec la Grande-Bretagne depuis une position de force absolue. L'Empire britannique resterait ce qu'il était. L'Allemagne dominerait le continent. Le 19 juillet 1940, au Reichstag rempli de généraux promus, Hitler prononça son dernier appel à la raison. Lord Halifax le rejeta sans tarder par la BBC. Avec la voie diplomatique bloquée, l'OKW dut faire face à une réalité que tous voyaient clairement. L'Allemagne n'avait jamais prévu une invasion amphibie massive. La Wehrmacht était une armée terrestre dans son essence. La Kriegsmarine avait perdu, lors de la campagne de Norvège, 3 croiseurs lourds, 10 destroyers et un croiseur léger, et sa capacité de protection dans le canal de la Manche face à la Royal Navy était au mieux incertaine. L'opération Léon Marine, s'élève, fut élaborée sous une pression de temps qui laissait peu d'espace pour une planification rigoureuse. Le plan prévu exigeait de débarquer 13 divisions lors de la première vague le long d'une bande côtière de près de 200 km, de Ramsgate au nord jusqu'à Lime Bay à l'ouest. L'amiral Raeder considérait qu'une opération de ce type dans le canal, avec ses courants variables et sa météo imprévisible, équivalait à jeter mes troupes dans un moulin. La Royal Navy disposait de plus de 70 destroyers dans les ports du sud de l'Angleterre, capables de détruire tout convoi de barges en quelques heures d'action nocturne. La flotte d'invasion, remorqueurs et barges. La flotte d'invasion que l'état-major assemblait tout au long de l'été était, selon Keitel, une collection de remorqueurs fluviaux, de barges du Rhin et de petites embarcations de canots flamands. Au total, l'OKW réunit environ 2400 bateaux de types différents, dont la plupart étaient des barges autopropulsées ou remorquées qui, en conditions de houle supérieures à 2, devenaient ingérables. Les soldats d'infanterie qui faisaient des exercices d'embarquement et de débarquement tout au long de l'été dans les ports du canal avaient l'estomac retourné même par journée calme. Les ingénieurs de la marine et de l'armée travaillèrent avec une urgence fiévreuse pour adapter les embarcations.
installer des rampes de débarquement, monter des canons anti-aériens, équiper celles qui étaient remorquées d'un moteur. Le colonel Sibel de la Luftwaffe développa une embarcation autopropulsée d'urgence, le Ferry Sibel, formé de 2 pontons métalliques unis par une plateforme, armée d'artillerie anti-aérienne, qui pouvait être construite en quelques jours. Ce furent des improvisations audacieuses. Elles n'étaient pas des substituts d'une véritable flotte de débarquement. À la fin du mois d'août, les préparatifs atteignaient leur niveau maximum de complexité. L'armée avait travaillé sur les plans tactiques jusqu'au dernier détail, avec des exercices d'embarquement et de débarquement qui démontraient que, techniquement, c'était possible. La force aérienne déclarait être prête à fournir une couverture tant que le temps était favorable. La marine exprimait ses plus graves réserves concernant toute l'opération et considérait que prendre un tel risque avec les moyens disponibles était une mise proche du suicide. Le 17 septembre 1940, Hitler ordonna de reporter indéfiniment l'exécution de Léon Marine. Cela ne fut pas annulé formellement. Il resta en suspens, ce qui, en pratique, était la même chose. La bataille d'Angleterre, un duel aérien sans conclusion. L'alternative choisie fut l'offensive aérienne stratégique. Le 13 août 1940, l'Adlertag, ou jour de l'Aigle, la Luftwaffe lança la phase principale de ses attaques contre la Grande-Bretagne. Le plan original de Göring était simple dans sa conception. Détruire le commandement des chasseurs de la RAF, anéantir le réseau de radars du système Chain-Home le long de la côte anglaise et réduire les aérodromes du sud de l'Angleterre en champ de décombres. Une fois ce processus terminé, estimé à 4 semaines par les états-majors allemands, la RAF serait neutralisée et Léon Marine pourrait être exécuté avec une couverture aérienne garantie. Le problème était que le réseau de radars anglais était plus résistant que ce que les Allemands avaient calculé. Les stations radars du système Chain-Home pouvaient être atteintes par des bombes, mais leur structure était si simple, essentiellement une série de mâts d'antennes et des cabines d'équipement, qu'elles pouvaient être réparées en quelques heures. Les stations détruites le matin fonctionnaient à nouveau l'après-midi. Les aérodromes du sud de l'Angleterre subirent des dommages sévères. Pendant les 2 dernières semaines d'août et la 1er de septembre, le commandement des chasseurs du maréchal de l'air Hugh Dowding se retrouva sous une pression que ses propres rapports décrivaient comme insoutenable à long terme. Les pertes de pilotes étaient plus difficiles à remplacer que les pertes d'avions. Les aérodromes de Biggin Hill, Kenley, Hornchurch et Manston étaient endommagés à un rythme qui les obligeait à fonctionner avec des pistes en réparation et des installations de commandement temporairement déplacées. Keitel observa cette période avec une inquiétude croissante. Non pas parce que la bataille aérienne allait mal, mais parce que le concept de commandement de Göring présentait des défauts structurels. Le Reichsmarschall intervenait personnellement dans les décisions tactiques, modifiant les objectifs sans consulter ses commandants opérationnels. Le 12 août, il avait ordonné que les attaques contre les stations radars cessent, car, selon lui, les mâts pouvaient être détruits plus facilement que les aérodromes. C'était une erreur de concept. Les mâts pouvaient être réparés, les aérodromes ne pouvaient pas être détruits aussi rapidement qu'ils le croyaient. La décision la plus grave arriva le 7 septembre. Après qu'une attaque de la RAF sur Berlin, avec des dommages mineurs mais symboliquement dévastateurs, ait mis Hitler en colère, la Luftwaffe changea ses objectifs. Au lieu de continuer à frapper les aérodromes et le système de défense du sud de l'Angleterre, elle commença à bombarder Londres. Le Blitz avait commencé. Ce fut une erreur stratégique aux conséquences énormes. Les aérodromes de la RAF, déjà proches de leur limite de résistance, reçurent un répit qu'ils utilisèrent pour réparer les installations, se ravitailler et se réorganiser. Le commandement des chasseurs de Dowding ne fut jamais détruit parce que ces bases cessèrent d'être l'objectif principal au moment le plus critique. Les grandes batailles du 15 septembre 1940, que la RAF commémorerait plus tard comme le Battle of Britain Day, démontrèrent que la Luftwaffe ne pouvait pas détruire la RAF au-dessus des cieux du sud de l'Angleterre, avec les moyens disponibles et à la distance opérative depuis ses bases en France et en Belgique. Les chasseurs Messerschmitt Bff 109 opéraient à la limite de leur autonomie lorsqu'ils arrivaient à Londres, avec à peine 20 minutes de temps de combat disponible avant de devoir retourner ou de se retrouver à court de carburant sur territoire ennemi.
Au quartier général allemand, l'impression que les escadrons de chasseurs britanniques étaient sur le point de s'effondrer s'installa comme un désir projeté sur la réalité. Chaque rapport de la Luftwaffe exagérait les pertes ennemies et réduisait les siennes. Hitler et Göring écoutaient ces rapports parce qu'ils avaient besoin de les croire. La réalité était différente. La RAF produisait des avions à un rythme plus élevé que l'industrie aéronautique allemande et le nombre de pilotes disponibles, bien que faible, restait suffisant pour maintenir opérationnel le système de défense. L'opération Léon Marine fut annulée de facto lorsque le 12 octobre 1940, Hitler ordonna de reporter les préparatifs jusqu'au printemps 1941. En pratique, elle ne serait jamais reprise. Le printemps de 1941 apporterait d'autres plans avec un autre théâtre d'opération. Le 19 juillet est la promotion massive. Parmi les épisodes que Keitel se souviendrait de ces mois, l'un le perturba particulièrement. La session du Reichstag du 19 juillet 1940, à laquelle assista la quasi-totalité de la direction militaire allemande. Hitler promut ce jour-là 12 généraux au rang de Feldmarschall. Keitel lui-même était parmi eux. Il reconnut dans ses mémoires que cela le perturbait profondément de recevoir cet honneur. Il n'avait pas été un général de première ligne, il n'avait pas conduit de troupes au combat. Il était le chef de la bureaucratie militaire du Führer, pas un soldat au sens qu'il attribuait à ce mot. Que Göring soit promu Reichsmarschall, un rang sans précédent dans l'histoire militaire allemande, et qu'en même temps il ait échoué dans sa promesse de détruire la force expéditionnaire britannique et la RAF, rendait la cérémonie encore plus étrange. Les applaudissements du Reichstag, cependant, étaient réels. Dans cette salle, ce jour-là, Hitler était invincible. Manstein, qui avait conçu le plan qui rendait tout cela possible, n'était pas parmi les promus. Il reçut la croix de chevalier de la croix de fer. C'était un honneur, mais ce n'était pas une promotion au rang qui lui revenait. La distance entre l'architecte du triomphe et la reconnaissance qu'il reçut marqua une asymétrie qui ne se résoudrait jamais complètement. Le poids de l'Allié, l'Italie, la Méditerranée et la naissance de l'Africa Corps, 1940 à 1941. En août 1940, alors que l'opération Léon Marine s'évanouissait, Keitel reçut des instructions du Führer pour se rendre à Innsbruck et rencontrer le maréchal Pietro Badoglio, chef d'état-major italien, afin de lui offrir 2 divisions blindées allemandes pour renforcer la position italienne en Afrique du Nord. La réponse de Badoglio fut que les tanks étaient inutiles dans le désert en raison de leur manque de mobilité dans le sable. Keitel et Jodl retournèrent à Berchtesgaden sans avoir accompli la mission. Mais avec les jambons que Badoglio avait laissés dans la chambre d'hôtel comme subside alimentaire, selon l'observation sèche de Keitel. C'était un présage de la manière dont l'alliance avec Rome fonctionnerait pendant le reste de la guerre. Le problème italien était, aux yeux de l'OKW, une complication permanente. Le maréchal Rodolfo Graziani, commandant en chef des forces italiennes en Tripolitaine, avait lancé une offensive depuis la Libye vers l'Égypte en septembre 1940, avançant d'environ 90 km avant de s'arrêter à Sidi Barrani. En décembre 1940, une contre-offensive britannique sous le commandement du général Richard O'Connor détruisa 10 divisions italiennes lors de l'opération Compass, capturant plus de 130 000 prisonniers et avançant jusqu'au golfe de Sirte. L'effondrement italien menaçait d'expulser l'Axe de tout le nord de l'Afrique et d'ouvrir la Méditerranée orientale à la Royal Navy. Hitler décida d'intervenir. En février 1941, le lieutenant-général Erwin Rommel arriva à Tripoli avec l'embryon de ce qui deviendrait le Deutsches Afrika Korps, initialement la 5e division légère et la 15e division Panzer, avec le soutien du groupe aérien 2 sous le maréchal de l'air Albert Kesselring. La mission initiale était défensive, stabiliser le front et empêcher la perte de Tripoli. Rommel avait d'autres idées. Le 24 mars 1941, sans attendre les ordres de Berlin et avec la moitié de ses forces encore en train d'arriver au port de Tripoli, il lança une attaque vers l'est qui, en 3 semaines, reconquit toute la Cyrénaïque. Tobrouk fut encerclé. Les Britanniques reculèrent jusqu'à la frontière égyptienne. Rommel, qui, en l'espace d'1 an, serait promu de général de division à Feldmarschall, prouva être le commandant le plus brillant et dynamique que l'Allemagne ait produit sur ce théâtre. Et pourtant,
Keitel le contemplait avec un mélange d'admiration et de frustration. Keitel lui-même écrirait dans ses mémoires une phrase qui résumait le dilemme. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Rommel aurait accompli s'il avait combattu sur le seul théâtre où le destin de l'Allemagne était en jeu, à l'Est. La Méditerranée était, du point de vue de Berlin, un théâtre secondaire, indispensable tant que l'Italie était un allié, mais secondaire. Les ressources envoyées en Afrique du Nord étaient des ressources qui ne pouvaient pas être utilisées en Russie. Et à partir de l'été 1941, la Russie allait tout absorber. Le front qui n'existait pas, le vide occidental, 1941 à 1942. Pendant que l'armée allemande avançait vers Moscou, Leningrad et Kiev durant l'été et l'automne de 1941, le front occidental était un concept plus administratif que militaire. Les armées qui avaient conquis la France demeuraient cantonnées de la côte norvégienne au golfe de Gascogne. Le groupe d'armées D, sous le commandement du Feldmarschall von Witzleben, puis du Feldmarschall von Rundstedt, contrôlait la totalité du territoire français occupé avec une force d'occupation qui avait plus une fonction policière que combative. La principale menace réelle sur ce front était la guerre sous-marine. Les U-boots opéraient depuis les bases de Brest, Lorient, La Rochelle, Saint-Nazaire et Bordeaux, frappant les convois atlantiques qui tentaient de soutenir la Grande-Bretagne. Mais sur terre, le calme était presque absolu. Les Français de Vichy collaboraient avec l'occupant. La résistance intérieure était encore fragmentaire. Et les Anglo-Américains étaient bien loin d'avoir la capacité de lancer une invasion du continent européen. Néanmoins, l'OKW ne pouvait ignorer complètement cette façade atlantique. En novembre 1941, lors de la première visite de Hitler sur la côte du Canal pour inspecter la ligne défensive en construction, le Führer parcourut les batteries d'artillerie côtière, les emplacements de canons à longue portée orientés vers les falaises de Douvres et les premiers bunkers de ce qui allait être appelé plus tard le mur de l'Atlantique. Ce qu'il vit lors de cette tournée de Noël de 1940 à 1941 étaient encore des installations modestes, plus un geste propagandiste qu'une réelle défense. Ce contraste entre apparence et réalité définirait l'histoire du mur de l'Atlantique jusqu'en 1944. L'année de Rommel, l'Africa Korps à son apogée, 1942. L'été 1942 fut le moment de la plus grande expansion territoriale du Troisième Reich. À l'est, le groupe d'armées sud atteignait la Volga et le Caucase. En Afrique du Nord, Rommel menait l'une des campagnes les plus spectaculaires de la guerre. Le 21 juin 1942, l'Africa Korps et ses alliés italiens prenaient Tobrouk après un assaut de seulement 24 heures. La garnison sud-africaine et britannique de 33 000 hommes capitula. Ce fut l'une des pires défaites militaires de la Grande-Bretagne durant la guerre. Churchill, qui reçut la nouvelle pendant qu'il était à Washington avec Roosevelt, décrivit la sensation comme un coup physique. Hitler félicita Rommel et le promut sur le terrain au rang de Feldmarschall. À 50 ans, Rommel était le Feldmarschall le plus jeune de l'histoire de l'armée allemande. Mais Tobrouk fut aussi, paradoxalement, le début de la fin de la campagne africaine. La prise de la ville ouvrit à Rommel la perspective d'une exploitation vers l'Égypte et le canal de Suez. Lui-même poussa pour continuer sans pause. Berlin, ébloui par la victoire, acquiesça, bien que les ressources de ravitaillement disponibles ne fussent pas suffisantes pour soutenir cette offensive. Rommel arriva jusqu'à El Alamein, à seulement 90 km d'Alexandrie, en juillet 1942. Là, il s'arrêta. Pas par manque de volonté, mais par manque de carburant, de munitions et de pièces de rechange. Les lignes de ravitaillement à travers la Méditerranée, sous les tirs constants de la Royal Navy et de la RAF depuis Malte, étaient si précaires que les divisions blindées allemandes et italiennes opéraient en permanence avec des réserves d'essence pour 1 ou 2 jours de combat. Keitel décrit l'été de 1942 en Afrique du Nord avec admiration pour les réalisations de Rommel, mais avec une lucidité concernant le fait que ces victoires étaient construites sur des bases fragiles. Ce qui arriva ensuite confirma cette fragilité. L'effondrement en Tunisie, mai 1943. Ce qui suivit en Afrique du Nord fut une agonie prolongée durant 6 mois.
Hitler ordonna de renforcer la Tunisie avec des troupes fraîches plutôt que d'autoriser l'évacuation que Rommel demandait à plusieurs reprises. Le 9 mars 1943, Rommel, épuisé physiquement et cliniquement malade, quitta l'Afrique pour la dernière fois. Il ne reviendrait jamais. Le 13 mai 1943, les 230 000 soldats de l'Axe restant en Tunisie, Allemands et Italiens, se rendirent aux forces alliées. C'était la plus grande reddition massive de l'armée allemande depuis Stalingrad, survenue à peine 3 mois auparavant. L'Africa Korps avait cessé d'exister. Pour l'OKW, la perte de la Tunisie signifiait la perte du contrôle de la Méditerranée centrale. Le prochain coup allié viendrait du sud. Et le sud, depuis Berlin, était le flanc mou de l'Axe que Churchill avait décrit avec tant d'enthousiasme devant les sceptiques américains. La question était, viendrait-il par la Sicile, par la Sardaigne, par les Balkans? Le tournement de la marée, novembre 1942, et le désastre en Afrique du Nord. Deux événements survenus durant la première quinzaine de novembre 1942 changèrent de manière irréversible l'équilibre stratégique de la guerre sur le front occidental. Le 4 novembre, le 8e armée britannique du général Bernard Montgomery lança la deuxième bataille d'El Alamein. 12 jours de combat avec 195 000 hommes et 1029 chars alliés contre 116 000 hommes de l'Axe avec 547 chars opérationnels. Rommel, qui était retourné en Allemagne pour se remettre d'une maladie affectant sa circulation sanguine et son foie, reçut la nouvelle du début de l'offensive alors qu'il était en traitement et vola d'urgence de retour en Afrique. Hitler lui ordonna de résister. Rommel demanda l'autorisation de se retirer. Hitler répondit par l'ordre de tenir coûte que coûte. À ce moment-là, la logique militaire et la volonté du Führer entraient en conflit direct. Rommel choisit néanmoins de se retirer. Le Feldmarschall commença la retraite la plus longue de sa carrière. Plus de 2800 km d'El Alamein jusqu'à la ligne de Mareth en Tunisie, poursuivi par Montgomery tout en tentant de maintenir la cohésion de son armée. Le 8 novembre 1942, alors que la bataille d'El Alamein n'était toujours pas terminée, une flotte de 600 navires de transport et d'escorte débarqua à Safi, Casablanca, Oran et Alger, avec 70 000 soldats anglo-américains sous le commandement du général Dwight D. Eisenhower. C'était l'opération Torch, le premier grand débarquement amphibie anglo-américain de la guerre. Pour l'OKW à Berlin, la nouvelle arriva comme un coup inattendu. Pendant des jours, les espions allemands à Lisbonne et Madrid avaient signalé des concentrations navales à Gibraltar, mais le renseignement allemand avait conclu que la destination probable était Malte ou le sud de l'Italie. Personne n'avait prévu un débarquement direct en Afrique du Nord française, dans des territoires contrôlés par la France de Vichy, dont la loyauté envers Berlin était supposée être un tampon. Le pari était erroné. Hitler réagit dans deux directions simultanées. Le 9 novembre, il ordonna que les forces allemandes et italiennes occupent la Tunisie préventivement. Et le 11 novembre, il lança l'opération Anton, l'occupation militaire totale de la France de Vichy, qui jusque-là avait conservé une indépendance formelle dans sa zone sud. Le 7e armée allemande avança du centre de la France vers la Méditerranée. Le 1er armée progressa le long des Pyrénées. Le 4e armée italienne descendit par la Côte d'Azur. En moins de 48 heures, toute la France était sous occupation directe de l'Axe. Pétain protesta à la radio. Personne à Berlin ne l'écouta. La flotte française, ancrée dans le port de Toulon, environ 77 navires de guerre, dont 3 cuirassés, fut coulée par ses propres équipages le 27 novembre, avant que les commandos allemands ne puissent la capturer. L'enfumage et la réalité, la campagne italienne et son impact sur le front occidental, 1943 à 1944. Le 10 juillet 1943, les forces alliées débarquèrent dans le sud de la Sicile lors de l'opération Husky. L'île, défendue par une douzaine de divisions italiennes et 2 divisions allemandes, la 15e Panzer Grenadier et la fameuse division Hermann Göring, fut conquise en 38 jours. Le 17 août, les dernières troupes de l'Axe évacuèrent vers la péninsule italienne. Mais avant que la campagne de Sicile ne se termine, il se produisit en Italie quelque chose qui allait changer complètement la politique de l'Axe. Le 25 juillet 1943, le Grand Conseil fasciste destitua Benito Mussolini.
Le roi Victor Emmanuel III le fit arrêter et nomma le maréchal Pietro Badoglio comme nouveau chef du gouvernement. Le même Badoglio qui, en 1940, avait rejeté les divisions blindées allemandes sous prétexte que les tanks n'étaient pas adaptés au désert. La nouvelle arriva au quartier général de Hitler pendant la nuit. L'OKW lança immédiatement les plans d'urgence pour occuper militairement l'Italie au cas où le nouveau gouvernement tenterait de changer de camp. Le 8 septembre 1943, l'armistice secret entre l'Italie et les Alliés fut annoncé publiquement. Quelques heures plus tard, les divisions du Feldmarschall Albert Kesselring procédèrent au désarmement de l'armée italienne, à la capture de ses installations et à l'exécution de toute résistance. Pour Keitel et l'OKW, la période suivant l'armistice italien fut la plus absorbante de toute la guerre jusqu'à ce moment. Les redispositions en Italie et dans les Balkans, la création de lignes de défense pour contenir l'avance alliée vers le nord, la surveillance de l'attitude des satellites orientaux allemands face aux précédents italiens, tout cela coïncida avec la menace croissante d'invasion sur le front occidental. Keitel lui-même admit qu'à l'automne 1943, il commença à souffrir de problèmes de circulation sanguine en raison du surmenage. Ses adjoints décrivaient une charge de travail qui s'étendait jusqu'aux premières heures de la matinée chaque jour, avec des conférences de situation qui duraient des heures entières. Le dilemme stratégique. Hall vont-ils débarquer ? Depuis l'hiver 1943, la question qui dominait les conférences militaires de l'OKW était une seule. Où les Alliés débarqueront-ils en Europe occidentale ? Par le Pas-de-Calais, le point le plus court du canal, en Normandie, en Bretagne, dans le golfe du Lion, dans les Balkans ? Les réponses variaient selon l'interlocuteur. Et chaque réponse avait des implications directes sur la manière de distribuer les réserves de chars et de divisions le long de milliers de kilomètres de côte. Le Feldmarschall Gerd von Rundstedt, réinstallé comme commandant en chef de l'Ouest après son remplacement en décembre 1941 et sa convocation à Berlin pour reprendre le commandement en 1942, soutenait que l'invasion viendrait par le Pas-de-Calais. C'était la distance la plus courte depuis les ports anglais, le chemin le plus direct vers le cœur industriel de l'Allemagne. Toute la logique conventionnelle pointait là. Le Feldmarschall Erwin Rommel, nommé en décembre 1943 inspecteur des défenses côtières du front occidental et ensuite commandant du groupe d'armée B responsable du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, insistait sur le fait que l'invasion devait être repoussée dès les plages. Il disait qu'en 1944, avec la supériorité aérienne alliée, aucune réserve motorisée ne pourrait être déplacée de nuit vers la côte sans être détruite depuis les airs durant la journée. La bataille décisive devait se livrer le premier jour, au moment du débarquement, lorsque l'ennemi était le plus vulnérable. Von Rundstedt n'était pas d'accord. Lui préférait maintenir les réserves blindées à l'intérieur pour les lancer dans une contre-attaque massive, une fois que la direction principale de l'assaut serait connue. Aucun des deux n'avait le contrôle total des divisions blindées de réserve. Hitler les retenait sous son commandement personnel, refusant de les déléguer à l'un ou l'autre des deux Feldmarschall. Le mur de l'Atlantique, la forteresse en papier, 1942 à 1944. Sur les cartes de propagande du ministère de Goebbels, le mur de l'Atlantique était une œuvre d'ingénierie sans précédent. 2700 km de béton armé, de lourde artillerie, des obstacles sous-marins et des champs de mines allant du Cap Nord norvégien à la frontière hispano-française dans les Pyrénées. Une barrière impénétrable qui transformerait toute tentative d'invasion en un bain de sang pour l'agresseur. La réalité était bien différente. Rommel lui-même fut choqué par ce qu'il trouva lorsqu'il inspecta personnellement les défenses côtières durant l'hiver de 1943 à 1944. Les forteresses les plus élaborées se trouvaient dans le Pas-de-Calais, où l'artillerie à longue portée pouvait atteindre les côtes anglaises, et dans quelques secteurs côtiers spécifiques. Mais de larges tronçons de la côte atlantique étaient défendus par des bunkers de campagne, des barbelés et des divisions d'infanterie de deuxième catégorie composées en partie de soldats de plus de 40 ans ou de volontaires venus des régions occupées de l'Union soviétique, les fameux bataillons Ost, avec une motivation et un entraînement irréguliers. Rommel ordonna un programme urgent d'amélioration des défenses. Tout au long de l'hiver 1943 à 1944,
des millions de mines furent placées sur les plages. Des obstacles sous-marins furent installés. Des poteaux avec des mines à leur pointe, des spirales de fils de fer barbelés, des poutres en acier soudées pour détruire la coque des barges de débarquement. Les points forts existants furent renforcés en béton et de nouveaux furent construits. L'organisation Todd mobilisa des centaines de milliers de travailleurs, y compris des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés de toute l'Europe occupée, pour travailler sur les ouvrages aussi vite que le permettaient les heures de lumière. Mais le temps était insuffisant, et les ressources aussi. Les 4 années de construction que le général Fritz Todt, décédé dans un accident d'avion en février 1942, avait initialement projetées pour terminer le mur, avaient en grande partie été gaspillées. L'accent mis sur la construction des bases sous-marines pour les U-boots, les bunkers en béton de plusieurs mètres d'épaisseur à Brest, Lorient et Saint-Nazaire, avait consommé une grande partie du ciment et de l'acier disponibles en 1942. Maintenant, en 1944, alors que le temps pressait, les matériaux faisaient défaut. En janvier 1944, Rommel parcourut personnellement la côte normande. Ce qu'il vit le troubla et il en informa régulièrement l'OKW. Les plages de Normandie étaient un point faible. Le terrain derrière elles, les bocages normands, ce mosaïque de champs bordés de haies de 3 mètres de hauteur sur des talus de terre, serait un enfer pour les chars. Mais aussi pour les Allemands s'ils ne disposaient pas de forces suffisantes sur la côte elle-même. Rommel demanda que les divisions Panzer de réserve soient placées plus près de la côte, de préférence à pas plus d'1 heure de marche des plages les plus probables. Hitler n'accepta pas complètement. Les discussions entre Rommel, von Rundstedt, le général Leo Geyer von Schweppenburg, commandant du groupe Panzer Ouest, et Hitler lui-même sur la disposition des blindés de réserve durèrent jusqu'au jour précédant le débarquement sans résolution satisfaisante. L'intelligence de l'enfumage, opération Bodyguard et Fortitude. Ce que les Allemands ne pouvaient savoir, c'est que les Alliés avaient monté le plus grand programme de tromperie stratégique de l'histoire militaire moderne. L'opération Bodyguard, dont l'élément le plus important sur le front occidental était Fortitude South, construisit pendant des mois une fausse réalité destinée à convaincre les Allemands que le débarquement principal viendrait par le pas de Calais. Une armée fictive, le premier groupe d'armées américaines, fut créé dans le sud-est de l'Angleterre avec des signaux radio réels, de faux mouvements de véhicules et des camps artificiels visibles depuis la photographie aérienne. À la tête de cette armée inexistante fut placé le général George Patton, que les Allemands considéraient comme le meilleur commandant américain. Des messages d'agents doubles alimentaient constamment le renseignement allemand avec de fausses informations pointant vers Calais. Le succès de cette tromperie se révéla dans les heures et jours suivant le débarquement de juin 1944. Les forces armées allemandes maintinrent pendant des semaines, après le début de l'invasion réelle, de vastes réserves dans le pas de Calais, en attendant le second débarquement qui ne vint jamais. Juillet 1944, l'invasion et la trahison, juin à juillet 1944. Le 6 juin 1944, à 6h30 du matin, les premières vagues de l'opération Overlord touchèrent les plages normandes. Pendant que les parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées et les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée combattaient déjà à l'intérieur, 5 divisions d'infanterie débarquaient simultanément sur 5 secteurs de plage: Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Derrière elle, une armada de 5000 navires de transport et d'escorte, la plus grande flotte de guerre jamais réunie dans l'histoire, couvrait le golfe de la Seine. Au quartier général du groupe d'armée B à La Roche-Guyon, le château que le duc de La Rochefoucauld avait mis à la disposition de Rommel, la nuit du 5 au 6 juin se passa sans alarme particulière. Rommel n'était pas là. Il avait voyagé à Erlangen, en Württemberg, pour voir sa femme à l'occasion de son anniversaire. Les conditions météorologiques prévues étaient mauvaises, et le renseignement météorologique allemand n'avait pas détecté la fenêtre météo favorable que le météorologue allié, le capitaine James Stagg, avait identifiée pour Eisenhower. Rommel retourna précipitamment à son quartier général dès qu'il apprit la nouvelle. À Berghof, dans les Alpes bavaroises, Hitler dormait encore quand arrivèrent les premiers rapports. Ses adjoints hésitèrent des heures avant de le réveiller,
craignant sa réaction si les rapports s'avéraient être une opération de diversion. Lorsqu'il fut finalement réveillé et que la libération des réserves Panzer fut demandée, Hitler ordonna d'attendre. Il croyait encore qu'il pouvait s'agir d'une diversion et que l'attaque principale viendrait à Calais. Les heures perdues ce matin du 6 juin furent décisives. La défense inégale, Omaha et au-delà. Dans le secteur allemand de la plage d'Omaha, la 352e division d'infanterie, une unité de qualité relativement élevée qui n'avait pas été identifiée par le renseignement allié à cette position spécifique, infligea les plus lourdes pertes américaines de la journée. Les falaises de Pointe du Hoc, les sorties des plages fermées par des bunkers armés de mitrailleuses MG-42 capables de tirer 1200 projectiles par minute, les obstacles qui avaient survécu au bombardement naval, transformèrent la plage en un véritable abattoir pendant les premières heures. Mais les Américains continuaient à débarquer, division après division, véhicule après véhicule, et derrière eux, encore plus de bateaux. Le Feldmarschall von Rundstedt comprit cet après-midi-là ce que signifiait cette avalanche. Il demanda d'urgence la libération des 2 divisions Panzer de réserve, la 12e SS Panzer Division Hitlerjugend et la Panzer Division Lehr. Hitler mit jusqu'à midi pour l'autoriser. D'ici là, l'avancée aérienne alliée avait commencé à marteler toutes les routes de Normandie. Le déplacement diurne des colonnes blindées était devenu un voyage en enfer sous les bombes des chasseurs bombardiers Typhoon britanniques et des P-47 Thunderbolt américains. La 12e SS Panzer Hitlerjugend, sous le commandement du Brigadeführer Fritz Witt, qui mourut sous le feu naval le 14 juin, mit plus d'un jour pour couvrir les 60 kilomètres qui la séparaient de la côte. Le rôle de Rommel et l'étouffement logistique. Dans les semaines qui suivirent le débarquement, la bataille de Normandie se transforma en une guerre d'usure asymétrique. Les Allemands avaient l'infanterie et la motivation pour défendre le terrain des bocages, où chaque haie était une position défensive naturelle et où les tanks alliés rencontraient d'énormes difficultés pour manœuvrer. Mais ils ne pouvaient pas remplacer les pertes. Les ponts de la Seine, de la Loire et les nœuds ferroviaires avaient été systématiquement détruits par l'aviation alliée dans les semaines précédant le débarquement dans le cadre d'un programme de isolement du champ de bataille qui empêchait l'arrivée de renforts et de ravitaillements pour le groupe d'armée B. Rommel parcourait le front en voiture, rendant visite personnellement à ses commandants de division, donnant des instructions, vérifiant la situation. C'était son style. Il aimait voir de ses propres yeux. Le 17 juillet 1944, alors qu'il revenait de l'une de ses visites d'inspection sur la route entre Vimoutiers et Livarot, dans le département du Calvados, son automobile fut attaquée par 2 chasseurs bombardiers Spitfire du 602e escadron de la RAF. Le conducteur perdit le contrôle. La voiture sortit de la route. Rommel fut projeté hors du véhicule. Il souffrit d'une fracture du crâne en 4 endroits, d'une fracture de la pommette et de dommages à l'œil gauche. Il était cliniquement inconscient lorsqu'il fut récupéré. Il fut évacué à l'hôpital de Bernay. Il survécut. Le 20 juillet 1944. La conspiration et ses conséquences. 3 jours après, le 20 juillet 1944. La bombe que le colonel-comte Klaus Schenk von Stauffenberg avait cachée dans une mallette sous la table de la salle de conférence du Wolfschanze, le quartier général de Hitler en Prusse orientale, explosa. Keitel se trouvait dans la salle lorsque la bombe explosa. Il fut temporairement étourdi, mais indemne. Il fut l'un de ceux qui trouvèrent Hitler titubant parmi les décombres, vêtu de vêtements déchirés, les cheveux brûlés, mais vivants. La conspiration échoua à cause d'une combinaison de malchance et d'hésitation. La mallette avait été accidentellement déplacée sous un plancher de la lourde table de conférence en chêne qui absorba une partie de l'explosion. Plusieurs officiers moururent. Hitler survécut. Les conséquences sur le commandement du front occidental furent dévastatrices. Le Feldmarschall Günther Hans von Kluge, qui avait remplacé von Rundstedt comme commandant en chef de l'Ouest le 4 juillet, était impliqué dans la conspiration. Lorsqu'il fut découvert et qu'il fut certain d'être appelé à répondre devant Hitler, Kluge se suicida en ingérant une capsule de poison le 19 août 1944, alors qu'il revenait en voiture de ses positions.
Rommel, qui avait été au courant des préparatifs du complot, fut lié à celui-ci par le témoignage d'autres conspirateurs. Lorsqu'il était en convalescence dans sa maison de Erlangen, le 14 octobre 1944, le général Wilhelm Burgdorf, chef d'état-major de l'armée, et le lieutenant-général Ernst Meisel arrivèrent avec un ultimatum de Hitler, soit le jugement devant le tribunal du peuple avec une condamnation presque certaine à mort, soit le suicide par empoisonnement avec la promesse d'un enterrement d'État et la garantie qu'il n'y aurait pas de représailles contre sa famille. Rommel choisit le poison. Keitel savait ce qui s'était passé. Il décrivit l'incident quelques jours après dans une lettre à sa femme de manière indirecte, disant que Rommel était mort à cause des blessures, de l'accident de voiture, d'un caillot de sang, et ajoutant que c'était un coup dur, la perte d'un commandant favorisé par les dieux. C'était un mensonge d'État que Keitel savait être un mensonge. La forteresse qui s'effondre, du verrouillage de la poche de falaise au seuil du Reich, août à décembre 1944. Mi-août 1944, alors que les Alliés traversaient la Seine et avancèrent vers l'Est, le groupe d'armée B de Rommel, désormais commandé par le général-feldmarschall Walter Model après le suicide de von Kluge, se retrouva piégé dans la poche de falaise. L'opération Cobra, lancée par le général Omar Bradley le 25 juillet, avait brisé le front allemand à l'ouest de Saint-Lô avec une concentration de feu aérien sans précédent. 3300 tonnes de bombes lancées sur un rectangle de 6 km de largeur et 3 km de profondeur en moins de 3 heures. Le terrain avait été littéralement pulvérisé. Les divisions allemandes qui défendaient ce secteur furent anéanties ou désorientées. Par la brèche ouverte, le 3e armée américaine du général Patton, désormais libérée, se répandit vers l'ouest et le sud, avec la rapidité que Patton réservait pour les moments d'exploitation. Hitler ordonna un contre-attaque vers l'ouest, vers Avranches, pour couper la base du corridor par lequel Patton avançait. L'opération Lüttich, lancée le 7 août, fut un échec coûteux. Les chasseurs bombardiers alliés détruisirent à la tête des colonnes Panzer sur les routes ouvertes. Le résultat fut la poche de falaise. Le 15e corps américain ferma le piège par le sud, depuis Argentan. Les Canadiens pressaient depuis le nord, depuis Caen. À l'intérieur du sac, les restes de 7 divisions Panzer et de 16 divisions d'infanterie, peut-être 100 000 hommes, tentaient de s'échapper par un corridor se rétrécissant à une vitesse vertigineuse. Le 20 et 1 août 1944, le piège se referma. Les Allemands qui avaient échappé avant ce moment l'avaient fait à pied, abandonnant presque tout leur matériel lourd. Ceux qui restèrent à l'intérieur, entre 10 000 et 15 000 morts et plus de 50 000 prisonniers, témoignaient de la catastrophe. Le groupe d'armée B avait cessé d'exister comme force combattante organisée. La reconstitution, Rundstedt, de nouveau au commandement. Le 5 septembre 1944, Hitler réinstalla Rundstedt comme commandant en chef de l'Ouest, en remplacement de Model, qui passait à la tête du groupe d'armée B pour tenter de stabiliser la retraite. C'était le 3e retour de Rundstedt au sommet du commandement occidental. Keitel décrivit la scène de cette audience avec un mélange d'admiration pour la dignité du vieux Feldmarschall et de tristesse face à l'absurdité de la situation. Hitler lui avait dit que le respect que Rundstedt inspirait dans tous les services armés était absolument unique, et il ajouta qu'avec lui, on pouvait compter sur tout. Rundstedt répondit devant Hitler « Mon Führer, tout ce que vous m'ordonnerez, je remplirai mon devoir jusqu'au dernier souffle. » C'était la formule d'un soldat de l'ancienne école qui n'avait jamais appris, ou n'avait pas pu, ou n'avait pas voulu dire non. Le dernier coup dans l'Ouest, l'offensive des Ardennes. Le 16 décembre 1944, Hitler lança son dernier grand coup dans le front occidental. 28 divisions, dont les SS Panzer d'élite des corps de Sepp Dietrich et Erich von Manteuffel, attaquèrent à travers les Ardennes belges avec pour objectif de traverser la Meuse, de capturer Anvers et de couper l'approvisionnement des armées alliées dans le nord. Dans sa conception, c'était un écho de mai 1940, les Ardennes comme point faible, la Meuse comme objectif immédiat, le canal comme horizon stratégique. Mais ce n'était pas 1940. Les Alliés avaient la supériorité aérienne absolue. Dès que le temps s'améliora, les chasseurs bombardiers alliés écrasèrent les colonnes allemandes sur les routes des Ardennes.
la 101e division aéroportée américaine tint le siège de Bastogne pendant plusieurs jours, refusant au Panzer l'intersection vitale des routes nécessaires à l'avance. Le général George Patton tourna son 3e armée de 90 degrés en 48 heures, se dirigeant vers le nord pour soulager Bastogne le 26 décembre. À la fin du mois de janvier 1945, l'offensive des Ardennes avait échoué complètement. Les réserves Panzer que l'Allemagne avait accumulées avec des mois d'efforts, entre 600 et 800 tanks, avaient été détruites ou immobilisées faute de carburant. L'armée allemande à l'ouest ne se remettrait jamais. Keitel enregistra le retournement de Hitler sur Rundstedt durant ces semaines. Le Führer était de nouveau dans ses critiques habituelles. Il était trop vieux, il avait perdu le contrôle de ses généraux, il ne maîtrisait plus la situation. Il fallait de nouveau le remplacer. Le bilan d'un front. Le front occidental, du point de vue allemand, fut l'histoire d'une victoire absolue transformée en défaite graduelle. La brillante victoire de 1940 fut le moment où le système sembla fonctionner à la perfection. Un plan audacieux, conçu par un général de première ligne, exécuté avec une rapidité qui paralysa l'adversaire, soutenu par la supériorité tactique et technique d'une force aérienne et de divisions blindées sans égales à l'époque. Mais ce système avait des défauts structurels que la victoire initiale avait masqués. L'autorité du commandement excessivement centralisée entre les mains d'Hitler. L'incapacité des généraux à résister aux ingérences politiques dans les décisions tactiques. Le dilemme permanent entre les théâtres d'opération, sans solution possible avec les ressources disponibles. L'allié italien qui consommait des énergies sans apporter de résultats équivalents. Le renseignement stratégique qui ne pouvait prédire ni le débarquement en Afrique du Nord, ni celui de Normandie, avec suffisamment d'anticipation. Le mur de l'Atlantique, construit pour être le symbole de l'invulnérabilité du Reich, fut percé en une seule journée, non pas parce qu'il était en carton, comme on le dit parfois de manière excessivement simplifiée. Dans les secteurs de Omaha Beach et dans les points forts du Pas-de-Calais, les défenses étaient réelles et mortelles. Il fut percé parce que la supériorité industrielle, logistique et aérienne des Alliés avait atteint, dès juin 1944, un niveau qu'aucun mur de béton ne pouvait compenser. Les protagonistes de ce front, de von Manstein à Rommel, de Keitel à von Rundstedt, étaient des militaires d'une compétence technique extraordinaire qui opéraient au sein d'un système de commandement qui les sabordait de l'intérieur. Ils comprirent, avec des degrés de clarté différents et à des moments différents, que la guerre ne pouvait pas être gagnée, et ils réagirent à cette compréhension de manière radicalement différente. Certains restant à leur poste jusqu'à la fin, certains tentant de déposer l'homme qui avait conduit l'Allemagne à ce précipice, certains ingérant du poison sur une route de Württemberg un jour d'octobre 1944. Le front occidental se termina le 8 mai 1945 avec la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Keitel fut celui qui signa ce document à Karlshorst, en périphérie de Berlin, devant les représentants des 4 puissances alliées. Lors du procès de Nuremberg, il fut condamné à mort et exécuté le 16 octobre 1946. L'histoire qui avait commencé dans la forêt de Compiègne en juin 1940 avait bouclé son cycle de la pire des manières possibles pour ceux qui avaient cru pendant un instant éblouissant qu'ils avaient tout gagné.